Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler bien évidemment de mes lectures. Et une fois n'est pas coutume, nous avons tout un tas. J'ai lu très bien cette semaine, contre toute attente. Je pensais que j'aurais pas grand chose à vous dire, mais finalement j'ai avancé dans plein de choses. Bon, vous voyez, tout ça c'est de la BD et des graphiques, donc ça compte pas trop, mais au niveau des romans, j'ai quand même pu bien avancer dans pas mal de lectures et en terminer d'autres. Donc bref, je vais pas plus discuter dans cette intro et on va voir ça en détail. Alors je vais commencer peut-être par les graphiques. Donc j'ai continué cette série que je vous avais présentée il n'y a pas si longtemps que ça, à savoir Colossal, tome 2 et tome 3. C'est aux éditions Jungle et c'est fait par Diane Truc et Rutille. C'est toujours aussi sympa. J'ai enchaîné les deux mais ça se lit très vite, hein. Vous voyez, c'est ce genre de planches, donc il n'y a pas énormément de texte, il y a beaucoup d'images, donc ça se lit très bien. Et on continue à suivre Jade qui fait partie du monde aristocratique et sa famille veut à tout prix qu'elle fasse un bon mariage qui ramènerait de l'argent parce que sa famille en a le titre mais n'a plus le côté financier. Ils ont des difficultés à ce niveau-là, donc ils comptent sur leur fille Jade pour solutionner ce problème, faire un beau mariage, mais elle n'est pas intéressée par cela. Elle est plus intéressée par son hobby qui est la musculation et du coup voilà, elle se donne à fond en secret de ses parents dans cette passion et on va la suivre. C'était très sympa. Il y a aussi d'autres personnages qui vont intervenir, d'autres personnages faisant partie aussi du monde aristocratique et d'autres qui n'en font absolument pas partie et c'est très bien fait. C'est agréable à lire, ça se lit tout seul, c'est des petits moments agréables de lecture, donc voilà, je suis contente d'avoir pu continuer cette série. L'autre série que j'ai continuée, c'est Voro, donc de Jeanne Kukkonen aux éditions Casterman. J'ai donc lu le 3 et le 4. J'avais découvert le 1 et le 2 il y a quelques semaines, à peine je pense. Bref, et donc j'ai continué ici avec cette petite histoire où on va suivre Lilia qui est une petite voleuse qui veut faire partie de la guilde et qui veut remplir des missions importantes, mais on lui donne que des missions très peu intéressantes. Du coup, elle va décider de se lancer dans une quête, une affaire un petit peu plus importante, mais du coup, elle va s'attirer pas mal d'ennuis et elle va se rendre compte que cette quête peut éventuellement réveiller une grande menace pour le monde. Donc voilà, on va la suivre dans toutes ces petites aventures et péripéties et c'était très sympa. J'avais beaucoup apprécié le 1 et le 2 et j'ai beaucoup apprécié aussi le tome 3 et le tome 4. Donc voilà, je continuerai à lire cette série. Je sais pas exactement combien il y en a en tout. Je pense qu'il doit au moins en avoir 6 ou 7 déjà. Moi je passe un bon moment. Au niveau des dessins, je vous ai pas montré, mais on est sur ce genre de planche. Bon, ici c'est assez sombre. Je vais essayer de vous montrer un truc où il y a un petit peu plus, voilà, de choses lumineuses. Donc on est sur ce genre de planche. Alors le dessin c'est pas ce que je préfère, mais ça se lit très très bien. Je trouve que l'histoire est super sympathique. On a un petit personnage attachant, débrouillard, volontaire, avec plein d'aventures et c'est à chaque fois très très chouette. En plus il y a quand même beaucoup de pages, je trouve. Ce sont des livres qui sont très peu chers. On est sur presque 100 pages et ces livres coûtent à 12 € quelque chose je pense. Donc je trouve que c'est quand même assez bon marché. Donc voilà, raison de plus pour continuer, c'est chouette et c'est pas très cher. Donc voilà pour cette série. Toujours dans les BD graphiques, j'ai lu le tome 3 de Princesse Sarah, Mystérieuse héritière aux éditions Soleil. Une petite BD que j'avais commencé, j'ai les 2 premiers tomes ici à la maison et il y avait le suivant à la bibliothèque, chose qui n'est pas souvent le cas parce que je regarde à chaque fois que je passe et en général il y en a quasiment pas, donc ils sont constamment empruntés je pense. Cette série a du succès, donc ici comme il y avait le tome 3, eh bien je l'ai pris et je l'ai lu, donc toujours aussi agréable. Si vous connaissez le film La Petite Princesse, eh bien c'est tout à fait ça. On va suivre cette jeune fille qui est mise en pension, qui a vécu plusieurs années en Inde, qui vient d'une famille très aisée, très fortunée et elle doit entrer dans ce pensionnat
pour son éducation et son père va être porté disparu et il va lui arriver pas mal de bricoles parce qu'elle va perdre du coup toute sa fortune et elle n'est pas tombée dans le meilleur pensionnat du monde parce que la directrice est une femme vraiment horrible. Donc voilà, c'était très sympa à lire, à découvrir. Les dessins sont vraiment très très beaux. Là c'est quelque chose que je préfère davantage. Donc ici, ça me plaît beaucoup plus. Voici ce qu'on a au niveau des planches et des dessins. Voilà, ça c'est un style qui me plaît davantage. Ça c'est pour les BD, il n'y a pas de manga cette fois-ci, donc je vais passer au roman. Je continue sur les suites de saga avec celui-ci qui est Rendez-vous avec la ruse. Donc le tome 6 des détectives du Yorkshire aux éditions La Bête Noire, donc Robert Laffont. Je les enchaîne ces temps-ci vu que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps le 5e tome et j'ai eu très envie de poursuivre et j'ai adoré ce 6e tome, c'était vraiment super chouette. Donc de nouveau évidemment on retrouve Samson et Delilah, nos personnages phares habituels de cette saga qui vont être engagés pour enquêter sur une affaire d'adultère. Donc ils vont devoir vérifier les soupçons de la dame qui pense que son mari a une aventure. Le mari qui doivent suivre et déterminer si oui ou non il trompe sa femme, c'est le maire de Bruncliff, donc le village où résident Samson et Delilah, donc c'est pas n'importe quel personnage. Ils vont donc commencer à enquêter, ils vont découvrir une autre affaire bien plus importante et voilà, il y a plein de choses qui bougent. Je n'en dis pas plus parce que c'est un 6e tome, donc je n'ai pas envie de trop vous en dévoiler. Il faut absolument commencer cette série dans l'ordre, donc commencez avec le premier, ne vous lancez pas dans un tome comme ça. C'est important au niveau de l'histoire des personnages. Ici, on va en apprendre de plus en plus aussi sur la situation de Samson et de toutes les menaces et les problèmes qui tournent autour de lui. Donc c'est super intéressant. On a la relation entre les deux personnages principaux qui évolue de plus en plus. C'est toujours aussi sympa. J'adore l'ambiance, j'adore l'atmosphère de ce petit village. J'adore les personnages. On va retrouver ici le groupe des petits pensionnés, donc avec le père de Samson et aussi son groupe d'amis du 3e âge qui vont intervenir ici. Donc c'était très agréable de les retrouver. Donc voilà, c'était vraiment top. J'ai adoré. Je l'ai lu super vite. Très très chouette lecture. D'ailleurs, je me suis même acheté la suite, donc le 7e tome, pour pouvoir enchaîner aussi et un petit peu rattraper mon retard dans cette saga de Cozy Mystery qui est une de mes préférées. Donc voilà pour celui-ci. Encore une suite parce que j'ai avancé dans la saga Agatha Raisin, donc on reste dans le Cozy Mystery. J'ai lu Agatha Raisin Enquête à la Claire Fontaine de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Donc ici c'est le 6e tome. C'est le 7e tome des enquêtes de Agatha Raisin. Je vous ai parlé du précédent il n'y a pas longtemps, vu que j'ai lu Bon baiser de Chypre ou Vacances touristes. Vacances touristes, je sais plus, un des deux. Ça se passe en Chypre, mais je pense que c'est Vacances touristes. Bref, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps et j'en ai emprunté quelques-uns. Je vous avais montré ça dans la vidéo de la semaine passée, vu que j'ai emprunté 3 Agatha Raisin à la bibliothèque. J'ai eu envie de me replonger dans cet univers. Finalement, j'avais envie d'y revenir, donc j'ai lu celui-ci. C'est aussi des petits livres qui se lisent super vite, hein. Ça fait ça fait moins de 300 pages, donc franchement... En une soirée, c'est lu sans problème. Donc voilà, je me suis relancée et j'ai beaucoup plus adoré ce tome-ci que le tome précédent où je vous avais dit que le personnage de James Lacey m'avait exaspérée. Je pouvais plus le voir, ce personnage, tellement qu'il m'avait saoulée. Et ici, ça va mieux parce que Agatha aussi se secoue un petit peu plus et l'envoie bouler tout simplement. Donc c'est plus agréable, elle se préoccupe moins de son attitude hautaine et extrêmement désagréable par rapport à elle. Et elle vit tout simplement sa vie en se préoccupant moins de lui courir après ou de vouloir lui plaire à tout prix. Donc j'ai beaucoup plus apprécié. Il y a même un petit moment où ce personnage de James Lacey se remet légèrement en question et
et se rend compte qu'il a été désagréable avec Agatha. Donc voilà, j'ai beaucoup plus apprécié la tournure autour de tout ça. L'enquête, c'était sympa. Donc ici, on va suivre Agatha, évidemment. Et dans un village aux alentours du sien, de là où elle habite, il y a une fontaine d'eau apparemment très pure et à un moment donné, une société qui va vouloir exploiter cette source. Et ça va causer pas mal de problèmes parce qu'au niveau du conseil, je pense, du conseil de la ville, il y a une partie des membres qui va être pour l'exploitation de cette source et d'autres qui vont être contre, bien entendu. Donc ça va créer des petites tensions. Et évidemment, quelques temps plus tard, on va retrouver un corps. Et c'est le corps du président justement du conseil municipal qui va être retrouvé mort près de cette fontaine. Donc évidemment, Agatha va se lancer dans l'enquête pour savoir qui est le tueur et quelle était la raison, bien entendu. Est-ce que c'est lié à cette source ou autre? Et on va l'accompagner dans sa petite enquête. Donc voilà, une petite enquête sympathique, bien menée, bien construite. J'ai passé un agréable moment avec cette lecture. Ça m'a un petit peu réconciliée avec les Agatha Raisin et ça me donne même envie de peut-être même attaquer la suite, donc le tome 8 que j'ai ici en ma possession. Peut-être pas tout de suite, mais je pense que peut-être la semaine prochaine, j'aurais envie de poursuivre et de voir un petit peu quelle sera la prochaine enquête d'Agatha et ce qui va lui arriver. Je passe à la suite. Donc j'ai commencé une série, donc c'est dans ce sens-là, la série de Nicolas Lebel, à savoir le premier tome qui est Le Gibier et le second tome qui est La Capture. Il y a encore un troisième tome, je pense que c'est une trilogie pour cette saga. Aux éditions Le Livre de Poche et voilà, j'avais envie de découvrir. Je les ai achetés il y a très peu de temps parce que c'est un auteur que je ne connaissais pas et j'ai eu envie de découvrir cela. C'est chose faite et j'ai bien apprécié étant donné que j'ai lu le 1 et le 2. Alors je les ai écoutés en audio, donc c'est pour ça que j'ai pu aussi les lire tous les deux parce que j'ai eu pas mal de route à faire cette semaine. Donc voilà, ça a pu passer un petit peu le temps en voiture. Et donc dans cette histoire, pour ce qui est du premier tome, dans cette histoire on va suivre le commissaire Paul Starsky, alors Starsky avec un I, qui passe pas un très bon moment parce qu'il a des soucis, personnels, à savoir que sa femme est sur le point de demander le divorce, que en même temps son chien est extrêmement malade, il a dû le conduire en urgence chez le vétérinaire et il sait pas trop quel sera le verdict. Bref, il est extrêmement tracassé et en même temps il doit continuer son travail, donc vu qu'il est commissaire de police, et on va l'appeler lui et sa coéquipière qui est l'inspectrice Yvonne Chen. Ils vont être appelés sur un lieu pour une prise d'otage apparemment, donc ils se rendent là-bas. Et effectivement, ils entendent des éclats de voix derrière la porte. Ça semble bien être une prise d'otage et ça va tourner mal. Donc quand ils vont arriver à pénétrer dans l'appartement, ils vont retrouver 2 corps. Donc ils vont commencer à enquêter et voir ce qui s'est passé à ce niveau-là. En plus, ils vont découvrir que un des corps retrouvés était en fait un policier et le second corps, c'est un homme sud-africain. Donc ils vont essayer de comprendre déjà ce que faisait ce policier sur place, pourquoi il y a eu cette prise d'otage, pourquoi elle s'est mal terminée pour les 2 personnes et que faisait cet autre homme inconnu d'origine d'Afrique du Sud. Donc voilà, cette petite enquête est lancée. Alors évidemment, ils vont vite se rendre compte qu'il y a des choses un petit peu louches, un petit peu étranges et l'enquête va partir là-dessus. Je n'en dis pas plus pour pas vous donner non plus tous les éléments, mais c'était très sympa. Donc ça c'est pour le premier tome, donc on suit le duo dans cette enquête. C'était très sympa. Il y avait un très bon suspense, c'était une intrigue qui était très intéressante et bien construite. Franchement, ça se lisait très bien. C'est très fluide, c'est des petits chapitres, donc le rythme est là, c'est très addictif, c'est très prenant, donc c'est tout bon à ce niveau-là. Il y aura plein de thématiques dans ce premier tome, donc ça va parler de chasse, ça va parler de meurtre, bien sûr. Ça va parler d'Afrique du Sud, on va parler de l'apartheid, ça va parler aussi de menaces, ça va parler de vengeance. Donc il y a beaucoup de thématiques intéressantes dans ce petit livre, donc j'ai beaucoup apprécié. Alors moi je suis pas fanat de la chasse, franchement c'est une thématique que je n'apprécie pas.
de manière globale. C'est pas du tout un truc qui m'intéresse habituellement, mais ici cette thématique est amenée de façon super originale. Donc j'ai beaucoup apprécié finalement. C'était le seul élément qui me mettait un doute quant à cette lecture quand je l'ai commencé, la thématique de la chasse, parce que ici clairement il est mis une meute ne lâche jamais sa proie, et mais c'est travaillé d'une façon super originale. Donc si vous aimez pas la chasse, ne vous tracassez pas, ne tournez pas le dos directement à cette lecture, parce que c'était très bien fait finalement. Donc voilà, très bon point aussi à ce niveau-là. Donc c'était très sympa à suivre, je vais pas vous en dire plus, mais un très bon polar. J'ai beaucoup apprécié le personnage du commissaire Starsky. Moins de Yvonne Chen, déjà parce qu'elle est plus en retrait. Le personnage principal, à mon sens, comment je l'ai vécu, c'est vraiment ce commissaire Starsky qui est extrêmement malmené dans cette histoire. Donc il n'est pas épargné, le pauvre. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de surprises aussi. Franchement, c'était très bien fait et très sympa à lire. Très intéressant dans sa construction, et oui, très chouette lecture. Ce qui fait évidemment que j'ai enchaîné avec la deuxième partie, enfin le deuxième tome plutôt, qui est la capture. Donc ici on va suivre le personnage de Yvonne Chen, elle simplement, et elle est en fait sur les traces d'un groupe de dangereux tueurs à gages. Et ces indices l'amènent sur une île bretonne, une petite île éloignée, où a priori les gens se connaissent assez bien. Et du coup, elle va commencer à enquêter sur cette petite île pour tenter de mettre la main sur ces tueurs à gages extrêmement dangereux. De nouveau, je vous en dis pas plus pour l'histoire parce que franchement, il faut pas. Mais j'ai bien apprécié aussi. Le rythme était toujours aussi présent. Le côté addictif également. Toujours des petits chapitres courts qui s'enchaînent. L'histoire qui avance bien. Une histoire aussi bien construite, bien amenée, super intéressante, avec plein d'éléments très bien fait au final. J'ai beaucoup apprécié. Alors moi, je me suis pas à nouveau attachée à cette inspectrice de Yvonne Chen. Elle est elle-même décrite comme un personnage qui a très peu d'empathie, qui est froide, qui est très pas renfermée, mais voilà, qui est très froide au final. Donc c'est pas un personnage de par son caractère qui est attachant. Je suppose que c'est voulu aussi de le faire comme ça. Donc je me suis pas attachée du tout à elle, mais j'ai beaucoup apprécié la suivre dans son enquête parce que c'est un personnage malgré tout super intéressant avec des principes. Donc voilà, très bonne lecture aussi. J'ai apprécié l'ambiance bretonne également. Dans le premier tome, on se trouve à Paris, si je ne dis pas de bêtises. Là, on est sur cette île bretonne, donc c'était très sympa aussi de changer un petit peu de paysage. Alors ici, on va parler d'autre chose. On va parler de trésors, de recherche de trésors. On va parler de religion aussi, et on va parler de criminels qui se cachent, de voleurs de trésors, etc. Donc d'autres thématiques, mais toujours aussi bien amenées et aussi sympa à lire. Très bonne lecture à nouveau. Il se dévore. Moi j'ai, comme vous le voyez, lu les deux extrêmement vite. Le troisième, je l'ai acheté, je l'avais pas et j'ai été me le chercher parce que j'ai envie de poursuivre et de voir ce qui va arriver parce que c'est extrêmement prenant. La fin, il y a quand même un rebondissement et une surprise qui fait que j'ai envie de savoir ce qui va arriver par la suite, que je suis très curieuse de savoir ce qui va arriver à Yvonne Chen. Et oui, il y avait quand même un gros rebondissement, donc très curieuse de lire la suite. Je passe maintenant à celui-ci qui était une moins bonne lecture. Malheureusement, c'est L'or de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Donc ça, c'est un des livres qui fait partie de mon challenge 24 livres pour 2024. Il est énorme. Et je l'ai terminé, hein, vous le voyez depuis quelques semaines, vu que c'est une de mes lectures en cours depuis un moment. Cette couverture est vraiment très jolie et j'avais tellement envie d'aimer cette lecture, mais malheureusement c'est très moyen. Alors dans cette histoire en fait on est à New York, ça se passe à New York et il y a un jeu mortel qui se déroule. Ce jeu mortel se déroule tous les 7 ans et il se nomme Lagon. Il va donc durer pendant une semaine, 7 jours
et tous les 7 ans rebelote, c'est la même chose. Ce jeu est pour 9 dieux. 9 dieux qui vont, le temps de ce jeu, redevenir mortels. Et ils sont forcés d'y participer en pénitence pour avoir défié le grand Zeus. Donc le concept de ce jeu, c'est qu'on a ces 9 divinités qui sont rendues mortelles et envoyées ici à New York. Ça se passe pas toujours à New York. Les jeux peuvent se dérouler à différents endroits sur Terre, mais ici ça se passe à New York. Et en fait, ces 9 divinités vont être pourchassées à mort par les descendants des grandes lignées. Le but est de les traquer, de les chasser, idéalement de les tuer pour pouvoir s'approprier leur pouvoir et leur immortalité. Et à ce moment-là, eh bien, nous sommes en plein dans un de ces jeux qui va commencer et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Laure. Elle est orpheline parce que il y a plusieurs années, sa famille a été massacrée. Elle est donc la seule survivante et depuis, en fait, elle se cache parce elle appartient à une de ces grandes familles et elle se fait toute discrète, évidemment, pour éviter d'être tuée comme tout le reste de sa famille. Donc elle s'est tenue depuis des années vraiment en retrait de tout ce monde de divinité, tout ce monde de jeux. Et là, eh bien, elle va être un petit peu obligée d'y replonger parce que les jeux ont démarré et la déesse Athéna va la retrouver. Et elle va lui proposer un marché qu'elle ne va pas refuser. Donc voilà, elle est obligée de replonger dans l'univers de ces jeux aux côtés de cette déesse Athéna notamment. Donc voilà, ça c'est pour le petit résumé. Et franchement, ce petit résumé, moi, ça me tentait bien. Je me disais que ça allait être sympa d'avoir une histoire de jeux et d'épreuves, de jeux extrêmement dangereux avec tout l'aspect mythologique et des divinités autour. Je pensais que ça allait être très agréable et très sympa, mais malheureusement, comme je l'ai dit, ça n'a pas beaucoup fonctionné avec moi. Alors déjà, les points positifs, c'est que malgré la taille de ce livre, vous voyez, il est énorme, il fait 600 et des pages. Il fait 630 pages environ, et bien ça se lit vraiment tout seul. Là-dessus, il ne faut pas être bloqué si vous avez envie de découvrir cette lecture, tout comme moi j'ai envie de le faire, parce que j'avais déjà entendu des avis mitigés à son sujet. Je l'avais acheté à sa sortie, et puis ensuite j'ai entendu depuis le temps, parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti aussi, je vais regarder ça. Il est sorti en 2021, donc depuis j'avais entendu des échos comme quoi c'était assez mitigé comme lecture, il n'y avait pas vraiment de waouh à ce sujet, donc ça m'avait un petit peu refroidi, je dois bien l'avouer, mais j'avais quand même envie de découvrir et me faire mon propre avis, parce que c'est pas parce que plusieurs personnes n'apprécient pas que d'office nous n'allons pas apprécier, évidemment. Bon, ici pour moi ça s'est un peu vérifié, mais en tout cas au moins j'ai tenté l'expérience et maintenant je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Donc de toute façon je me fais toujours ma propre idée concernant un livre, même si tout le monde trouve que c'est pas fou, ben je fais quand même la lecture et je me fais mon propre avis. Mais bref, donc pour celui-ci, il se lit très bien. La plume est agréable, c'est fluide, ça se lit vraiment tout seul. C'est pas ça le problème, donc vous tracassez pas. J'ai beaucoup apprécié la thématique des jeux, vu que c'est ça qui m'intéresse aussi. J'ai beaucoup apprécié aussi tout ce qui tournait autour de la mythologie, second élément qui m'intéressait aussi évidemment. Mais malheureusement, j'ai trouvé que tout cet univers était très peu développé, que ça manquait clairement de développement, ça manquait aussi de structure, ce qui est donc très dommage vu que moi c'était cet élément-là qui m'intéressait beaucoup, mais l'univers était trop peu travaillé à mon sens. J'ai eu un petit peu de mal au début parce qu'on est plongé dans cette atmosphère et il n'y avait pas beaucoup d'indications concernant ces jeux, en quoi ça consiste. On est lancé directement dans l'action et on n'a pas le contexte autour qui nous est bien expliqué. Alors j'ai pas non plus besoin que ce soit expliqué pendant 50 pages, on s'entend, mais quand même quelques petites lignes pour nous remettre dans la situation, nous exposer brièvement le cadre, c'était quand même plus sympa. Et ici, je n'ai pas retrouvé ça. Donc au début, j'étais un petit peu dans le flou en me disant oui, mais ces jeux, en quoi ça consiste? Pourquoi Athéna débarque? Quel est
ce deal qu'elle propose au personnage principal, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé à sa famille, enfin on est un peu dans le flou et les éléments s'emboîtent petit à petit, mais quand même un peu plus de structure aurait été plus souhaitable à mon sens. Alors le récit est addictif, ça se lit tout seul comme je vous l'ai dit, donc au niveau du rythme c'est très bien, il y a beaucoup d'action. Ça aussi c'est un point positif, le seul souci c'est que les choses parfois s'enchaînent trop vite et manquent d'explication. Il y a aussi beaucoup de facilité et du coup voilà, ça va extrêmement vite mais sans s'attacher à des éléments intéressants et sans donner plus d'explications non plus. Donc le rythme est parfois trop rapide, on est trop emporté et on ne s'attache pas à plein d'éléments qui ont leur importance et du coup ça c'est fort dommage aussi. Alors on va avoir une romance qui n'est pas du tout surprenante étant donné que je l'ai vue dès les premières pages, ça se sent, c'est gros comme le nez au milieu de la figure, donc à ce niveau-là, vous n'aurez pas de surprise. Bon après moi c'est pas très grave parce que je ne le lisais pas pour avoir de la romance, franchement c'était pas l'élément qui m'intéressait. La romance elle est aussi assez peu travaillée finalement, très prévisible et sans surprise, mais elle reste en retrait, donc ça c'est un point positif à mon sens. J'ai trouvé aussi que la fin était très rapide, nous sommes sur, comme je vous l'ai dit, un livre de 630 pages et la fin se clôture extrêmement vite finalement. Donc je pense que s'il y avait quelques pages en plus pour mieux développer cette fin, ça aurait pas été une catastrophe au vu du pavé que c'est déjà quand on se lance là-dedans. Ça vient pas à 20 pages en plus. Donc ça aussi c'est un petit peu dommage de pas avoir bien finalisé ce récit. Donc voilà, pour tout ça, une lecture assez mitigée parce que j'aurais aimé tout simplement plus de développement, plus de profondeur, aussi bien en ce qui concerne l'univers, aussi bien en ce qui concernait aussi les personnages. J'ai pas eu spécialement d'attachement aux personnages. On a le personnage de Laure qui est notre personnage principal, qui est un peu plus travaillé, et il y a plein aussi de personnages secondaires qui tournent autour d'elle et qui sont très peu travaillés, et pour certains pas du tout. On ne sait pas d'où ils sortent, d'où ils viennent, quelle est leur histoire. Ils sont là et puis c'est tout. Donc ça c'est aussi dommage parce que du coup il n'y a pas non plus d'attachement particulier à ces personnages secondaires. Donc oui, tout ça fait que c'est voilà, tout ça fait que ma lecture a été quand même moyenne. C'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que à mon sens, voilà, il y avait trop de petits défauts. Parce qu'au final, l'idée était très intéressante, mais trop en surface. Voilà, trop peu de développement dans tous les domaines de manière générale, mais une bonne idée, une idée intéressante au niveau du récit. Et aussi tout l'aspect mythologique est très peu exploité. Oui, on va rencontrer des divinités, comme je vous l'ai dit, on va rencontrer Athéna. On va nous parler de Zeus qui a créé ces jeux lagons comme punition, mais c'est tout. C'est vraiment tout. On ne rentre pas plus dans le cadre mythologique, ce qui est... Voilà, moi j'aurais bien aimé qu'on s'imprègne un petit peu plus de cet aspect mythologique. J'ai également terminé celui-ci qui est Porcelaine sous les ruines de Ava Vivalda aux éditions Olympe. Très joli livre avec le petit relié, la couverture comme ceci. À l'intérieur c'est super beau, en tout cas moi j'aime beaucoup, c'est ceci. Avec plein de détails, j'aime beaucoup. Donc j'ai terminé cette histoire et dans cette histoire, eh bien nous allons suivre Alba qui il y a des années a été bannie sur Terre par son peuple, les génies, parce qu'elle avait accordé trop de vœux aux humains. Apparemment ça ne se fait pas et du coup elle a été bannie. Elle a été bannie sur Terre, donc elle est là depuis des années et des années. Et actuellement, donc là où on commence l'histoire, elle a enfin trouvé sa maison, un lieu qui lui correspond et aussi une famille qui l'entoure. Elle a donc trouvé sa place et un sens à sa vie sur un petit archipel qui est l'archipel d'Hibernia.
Elle vit là assez paisiblement, donc elle doit gérer ce domaine et les habitants qui y vivent, mais tout se passe assez bien. Les gens sont ravis que ce soit elle qui gère tout ça, qui s'occupe d'eux, et elle a leur confiance. Ils ont une certaine abondance au niveau de leur terre. Oui, il y a des petits soucis par rapport au climat. Et il faut sans cesse renforcer ou construire des digues parce que nous sommes sur un petit archipel et il y a des soucis par rapport à la mer. Et du coup, cette abondance qu'il y a sur son archipel commence à attiser la convoitise d'un archipel voisin qui est Simru, qui est un archipel plus grand. C'est plus la ville, on va dire, cet archipel, et son archipel à elle, c'est plus petit village, campagne. Et du coup, l'archipel de Simru et les conseillers en fait de cet archipel vont décider d'envoyer un émissaire auprès de Alba, donc sur l'archipel d'Hibernia, pour que cet émissaire fasse des petites recherches, en fait espionne, enquête, pour découvrir quel est le secret justement de l'abondance qu'il y a sur Hibernia. Donc voilà, ça c'est pour le petit résumé, je vais pas vous en dire plus. Et au niveau de mon ressenti, c'était une bonne lecture dans son ensemble. Alors si j'ai voulu découvrir ce livre, c'est parce que Ada Vivalda, c'est la même autrice que du Thé pour les fantômes, que j'avais beaucoup aimé, qui était un de mes coups de cœur de l'année passée, si je ne me trompe pas. C'était très spécial, mais j'avais beaucoup apprécié la plume de cette autrice et son univers et cette histoire. C'était vraiment très très sympa, très spécial. Ça ne plaira sans doute pas à tout le monde, mais moi j'avais beaucoup accroché, donc j'avais envie de découvrir celui-ci. J'étais très curieuse en fait de lire ce récit et j'ai beaucoup apprécié évidemment retrouver cette plume et tout ce côté poétique autour. C'était super agréable, j'aime beaucoup la façon dont cette autrice écrit. Alors j'avoue que j'ai beaucoup plus préféré la seconde partie de cette lecture que la première, où je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Dans la seconde partie, il y a un rythme qui est plus rapide et il y a beaucoup plus d'éléments qui interviennent et beaucoup plus d'échanges aussi. Et j'ai préféré vraiment la seconde partie à la première. C'est une romance et la romance est fort présente. Je ne savais pas parce que comme vous le voyez, il n'y a pas de résumé dans cette histoire. Donc je pense même pas qu'il y a sur les petits rabats. Si, autant pour moi, il y a un petit résumé qui était ici à l'intérieur que moi je n'avais même pas lu. J'avais juste vu les petites phrases ici à l'arrière qui met une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre deux âmes ennemies. Donc il faut savoir qu'ici on est sur une romance qui est fort présente et qui prend son temps. Donc ça c'est pas un problème. On se doute assez vite de quel personnage cette romance pourrait concerner. Là-dessus, il n'y a pas grande surprise. Vous le savez, moi, les romances, c'est pas trop ma tasse de thé, justement. Et ça m'a pas dérangée. C'est pas ce que je préfère, mais ça m'a pas dérangée dans ce récit. Mais honnêtement, je ne sais pas si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait écrit ce livre. Je ne sais pas si j'aurais autant apprécié ou si même je l'aurais terminé. Je pense que le fait que ce soit l'autrice du thé pour les fantômes a fait que j'ai eu envie de poursuivre cette lecture parce que malgré la romance qui est fort présente, qui prend son temps et qui se développe avec lenteur, qui prend le pas sur d'autres éléments parce que par exemple tout ce qui est l'aspect justement autour des génies m'intéressait beaucoup, mais ça reste en retrait, on nous dit quasiment rien là-dessus. Tout ce qui concerne aussi le conflit, les tensions qu'il y a entre les deux archipels, on ne dit pas grand chose dessus finalement. Donc tout ça reste en retrait, c'est vraiment la romance qui est mise en avant au maximum. Donc je pense pas que si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait écrit ce roman, j'aurais
j'aurais apprécié ou j'aurais tout simplement terminé la lecture, ça je ne sais pas trop. Bref, la question se pose pas vu que ici je l'ai terminé et j'ai passé un bon moment grâce à cette plume et à l'ambiance aussi sur Hibernia. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Alba. Le second personnage, donc cet émissaire qui est envoyé de Cymru, s'appelle Lethan. Lui, je l'ai pas beaucoup apprécié, en tout cas pas au début. Après, il fait une évolution intéressante. Donc voilà, c'est assez spécial parce que j'ai passé un bon moment, mais il y a plein de petites choses qui m'ont pas spécialement plu en même temps. Donc comme la présence trop importante de la romance, le personnage de Lethan, il y avait quand même beaucoup de clichés au niveau des deux personnages principaux et beaucoup de clichés en ce qui concernait cette romance, la mise en place de cette romance. Et malgré tout, voilà, j'ai pas abandonné ma lecture et je l'ai trouvée intéressante et je l'ai trouvée agréable à suivre. Donc voilà, c'est assez spécial. Alors certes, d'office, ce sera pas une de mes meilleures lectures de 2024, ça c'est certain. Mais malgré tout, voilà, je suis contente d'avoir fait cette lecture. On doit être plus dans de la romantaisie. Et je l'ai trouvé agréable, ça m'a fait passer un bon moment. Comme je vous l'ai dit, la seconde partie, j'étais vraiment bien dedans. Je la trouvais beaucoup plus intéressante que la première partie. Donc voilà, globalement, une bonne lecture, une belle découverte, malgré les petits défauts que moi j'y ai trouvés. La dernière lecture que j'ai faite, c'est celui-ci, c'est donc 19 River Street de Laure Rollier aux éditions Récamier Noir. Je l'ai terminé hier, c'est un petit livre qui fait moins de 300 pages que j'étais très curieuse de découvrir. J'en avais entendu parler et il me faisait très envie. Donc dans cette histoire, comment vous expliquer ça? Nous allons suivre Maddie qui est psychologue et on va apprendre que il y a des années, il y a eu un drame dans sa vie. Donc elle était mariée, elle a un petit garçon, elle avait une petite fille et malheureusement, il y a des années, la famille est partie faire un tour en bateau et un soir, ils se sont endormis. Le lendemain, la petite fille de 4 ans n'était plus sur le bateau. Donc ils ont fait des recherches, etc. Tout le monde pense qu'elle est tombée à l'eau. Et voilà qu'elle est morte, même si on n'a jamais retrouvé son corps. Donc une tragédie évidemment pour cette famille. Cette tragédie a fait exploser complètement la famille. Le père a refait sa vie et ici nous avons Maddie, la mère, qui est dévastée en fait même des années après par cet événement. Et elle... comme je vous l'ai dit, elle est psychologue et en même temps, elle a un studio, vu qu'elle a une grande maison familiale. Et du coup, elle a loué une partie de cette maison à un jeune homme d'une 30aine d'années qui est écrivain et qui voulait louer cette chambre justement pour pouvoir écrire dans le calme son second roman. Alors ce jeune homme a aussi... besoin de réponses à ces questions. Il est arrivé devant cette maison, donc au 19 River Street, pour une raison bien précise. Il fait aussi des recherches concernant son histoire, son passé. Et un jour, eh bien, Maddie va retrouver un petit mot qui lui indique en fait un rendez-vous. Donc quelqu'un lui dit venez dans le bar, je ne sais plus lequel, à 22 h et c'est indiqué que sa fille est toujours en vie. Du coup évidemment tout est chamboulé et on va suivre le personnage de cette femme, cette mère qui est à la recherche de son enfant et en même temps son jeune locataire qui lui aussi fait des recherches concernant son passé et qui va un petit peu l'aider dans ses démarches à elle. Voilà, ça c'est pour l'histoire en gros, en résumé. Mais c'était vraiment très sympa. J'avais un petit peu peur parce que le livre est court. Il fait 265 pages environ. Donc j'avais un petit peu peur que ça manque de détails et que je sois un petit peu sur ma faim, que ça aille trop vite. Bref, j'avais un petit peu peur en me disant quand même... je sais pas si c'est un roman noir, peut-être plus un roman noir qu'un thriller. Oui, je pense que c'est plus un roman noir, mais aussi vite clôturé, j'avais peur, voilà, que
que ça soit trop simpliste. Et en fait, non, j'ai beaucoup apprécié. Ça se lit très vite évidemment, vu que déjà par sa taille, mais les chapitres s'enchaînent. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. On est aussi sur des petits chapitres où on va suivre les différents personnages. Donc je vais vous montrer, on va commencer avec Maddie. Voilà, Maddie. Et puis, c'est justement elle qui va prendre la parole. On va suivre sa vie, ses réflexions. Et puis, un peu plus tard, on va passer à Gabriel, qui est donc le locataire, l'écrivain, qui a loué une chambre chez elle. Et puis, on va changer comme ça. On va passer de Maddie à Gabriel. Et du coup, l'histoire va se construire comme ça, en suivant au fur et à mesure chacun de ces deux personnages. Donc, j'ai beaucoup aimé la construction de ce récit. J'ai beaucoup apprécié l'histoire parce que je me suis pas doutée en fait. On a vraiment un peu perdu parce que on sait plus en fait. Est-ce que cette petite fille est vivante? Est-ce que cette petite fille est malheureusement décédée cette nuit quand elle est tombée du bateau? Est-ce qu'elle a été enlevée? On passe par plein de possibilités sans aucune certitude. Le personnage de Gabriel est super intéressant parce qu'il y a aussi toute sa démarche à la recherche de son passé. Je vous en dis pas plus, je reste dans le flou par rapport à ce personnage. Comme ça, si vous le lisez, vous aurez aussi la surprise. Mais c'est vraiment super intéressant de suivre ces deux personnages. C'est très bien fait, c'est très bien construit. À la fin, il y a un gros retournement de situation que je n'avais pas vu venir. J'avais peut-être légèrement senti parce qu'on nous donne des petits indices. Mais c'était resté très flou dans ma tête. Et puis quand la solution s'est présentée, je me suis dit, ah oui, effectivement, j'aurais pu un petit peu plus comprendre qu'on allait aller dans ce sens-là. Mais c'est très bien fait, c'est subtil. J'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était une très très bonne lecture. La fin m'a convenu. Oui, elle m'a convenu finalement. En fait, c'est cohérent, c'est logique. Cette fin est tout à fait logique avec le récit. Je pense que s'il y avait eu une autre fin, j'aurais peut-être trouvé ça un peu tiré par les cheveux, je sais pas. Mais ça reste cohérent en tout cas avec le récit. Donc voilà, très très sympa. Donc je suis contente d'avoir fait cette lecture. Je connaissais pas du tout cette autrice et je vais voir ce qu'elle a écrit d'autre parce que j'ai vraiment apprécié son style et cette histoire. Nous avons fait le tour de mes lectures de la semaine. Il y en a eu pas mal, je suis contente, j'ai bien avancé. Je vais faire un petit point lecture en cours comme d'habitude. Alors je suis toujours dans celui-ci, je l'ai commencé à peine la semaine passée donc j'ai pas beaucoup avancé. C'est les derniers jours de Cléopâtre. Je suis ici, j'ai lu 46 pages, donc voilà, je voudrais un petit peu avancer sur celui-là. Mais la mise en page est pas agréable dans le sens où il n'y a pas de chapitre. En fait, on a le livre premier. Et, attendez, je vais essayer de pas passer 3 heures à vous retrouver, mais du coup, c'est par livre et les livres sont extrêmement longs. Donc ça, c'est pas super agréable. Voilà, le livre second, en fait, c'est à la page 103. Donc, livre premier, page 15, livre second, page 103. Et du coup, on a un bloc de texte jusqu'à la page 103. Alors oui, il y a moyen de s'arrêter. Vous voyez, moi, je me suis arrêtée quand il y a ce genre de choses. Donc là, on a tout un paragraphe, puis ça s'arrête. Et puis, il y a une reprise qui se fait. Mais c'est pas des chapitres à proprement parler. Pour ça, j'avoue que je suis moins fan. J'aime bien quand il y a des chapitres et que on peut commencer et clôturer. Ici, c'est un peu compliqué. Mais bref, peu importe, je vais le continuer. Ça parle de Cléopâtre. C'est une plume très différente de d'habitude. Donc voilà, je vais continuer là-dessus. J'ai attaqué celui-ci de Patricia Cornwell, donc Post-Mortem, qui est la première enquête de Kay Scarpetta. J'avais déjà lu un ou deux Patricia Cornwell, mais déjà pas dans l'ordre, et je pense que c'était il y a plus de 10 ans, facile. J'avais beaucoup aimé, je pense que j'en avais lu 2, les petites enquêtes de Kay Scarpetta, et là je me suis dit, mais en fait, pourquoi je les lirais pas dans l'ordre, je ferais les choses correctement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sortis, mais c'est quand même un peu une autrice phare dans tout ce qui concerne le policier, le thriller. Je sais pas, j'ai une phase comme ça où j'ai envie de
de lire dans l'ordre ces grands noms du policier et du thriller. J'ai aussi acheté le premier tome de Lisa Garner. J'avais aussi lu un certain tome de sa série qui est aussi très longue. Je me suis dit, faisons les choses dans l'ordre et relisons du début. Il y a aussi Karin Slaughter, je sais pas trop comment on prononce, où je me suis aussi pris le premier tome pour commencer cette saga parce que voilà, je sais pas, j'ai très envie en fait de lire du policier, du polar, du thriller actuellement, donc voilà. Mais du coup, j'ai commencé Post-Mortem, évidemment. J'ai lu une centaine de pages. J'ai à peine commencé Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson, mais vraiment à peine, hein. Quand je vous dis ça, je suis au chapitre 2. Donc j'ai très envie de le découvrir. Ça fait un petit moment qu'il patiente dans ma palle. Il y a toujours celui-là, mais je pense que je vais le mettre en pause. Pas que je l'abandonne parce que l'histoire est sympa. Mais je me rends compte que c'est pas ça que j'ai envie de lire pour le moment. Donc comme il fait partie de mon challenge 24 livres pour 2024, je me dis que je vais le mettre tout simplement en pause. J'ai lu 118 pages, que je vais me choisir un autre de cette palle de challenge et que celui-ci, ben, j'y reviendrai plus tard parce que voilà, je vous le présente semaine après semaine en vous disant que je n'avance absolument pas dessus. Donc de toute évidence, c'est pas ce genre d'histoire que j'ai envie de lire pour l'instant. Et ben, du coup, je vais le mettre sur le côté et quand j'aurai envie de me relancer dedans de manière plus intensive, eh bien, je le ferai. Je pense que ça, c'est une meilleure solution. Pareil pour celui-là, Qui après nous vivrait, je l'ai commencé, je suis à la page 61. On est sur du post-apo, une grosse panne d'électricité qui va créer des tensions, des conflits, des difficultés, des dangers, mais je me rends compte que j'ai pas spécialement envie de lire ce genre de choses pour le moment. Donc ça, c'est un emprunt à la bibliothèque. J'avais lu 61 pages et ça se lisait très bien. C'est pas du tout la plume qui est en cause. Je crois que c'est juste moi qui suis plus en mode, pour l'instant, policier thriller. Comme je vous l'ai dit, j'ai très envie de plonger sur plein de policiers de thriller et aussi fantasy et moins ce genre de thématique. Donc à voir, je sais pas trop, je vais voir cette semaine et me décider cette semaine, soit je le continue et j'essaie de le terminer, soit eh bien je le mets en pause aussi. C'est un emprunt à la bibliothèque, donc je devrais le ramener à la bibliothèque, mais c'est pas grave, je l'emprunterai alors plus tard quand j'aurai décidé de poursuivre. Et sinon, je viens juste de reprendre la suite de l'Épouvanteur, donc le tome 13, la revanche de l'Épouvanteur. Je viens juste de commencer voilà, il m'en reste 2 de la bibliothèque. Celui-ci a pris l'eau de toute évidence, le pauvre. Et je viens de commencer. J'ai lu 3 pages, je crois, avant de me dire, tiens, il faut que je filme la vidéo de dimanche. Donc voilà, j'ai pas plus avancé. Ici, je m'inquiète pas parce que il est un peu plus gros que d'habitude. Il fait plus de 300 pages, 340 pages. Mais ça se dévore sans souci. Donc voilà, on a fait le point de mes petites lectures faites pour cette semaine, de mes petites lectures qui sont en cours. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter. Vous pouvez aussi me laisser des petits emojis, il n'y a aucun souci, je suis très contente d'échanger avec vous à chaque fois. Donc je vais vous laisser ici, je vous souhaite un excellent dimanche, passez une belle journée, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.